Bonjour à tous, merci d'être présents pour ce premier débat. Nous avons donc le plaisir d'ouvrir les débats de la REF avec un sujet on ne peut plus d'actualité. La question de confiance, non je plaisante bien sûr, un sujet encore plus important évidemment, la remise en cause du libre-échange, notamment par Donald Trump, la modification des flux d'échange depuis la pandémie, la remise en cause et la contestation par de nombreux pays de ce qu'ils perçoivent comme le non-respect des règles de l'OMC. Je parle bien sûr du dumping, des subventions ou encore de la surproduction. Bref, nous sommes, vous le savez tous, au cœur d'une remise en cause profonde du commerce international, tel que nous l'avons vécu depuis des décennies. À quoi faut-il renoncer? Que faut-il reconstruire? Quelles sont les nouvelles règles et quelles sont nos priorités? Je dois dire que notre panel est assez spectaculaire car nous avons les principaux acteurs sur cette scène de ce Monopoly mondial. Ils vont débattre ensemble. J'ai donc le plaisir d'accueillir et de souhaiter la bienvenue à son Excellence ambassadeur de Chine en France, Deng Li, au ministre du Commerce extérieur, Laurent Saint-Martin. Laurent, je ne sais pas si je dois dire ministre sortant, pas encore. Au directeur général du fabricant d'acier mexicain, il faut mettre de l'ambiance sinon vous n'écoutez pas, au directeur général du fabricant d'acier mexicain DeAcero, spécialiste mondial des câbles métalliques à partir d'acier recyclé, on va en parler. Raúl Gutiérrez est le visage du Nouveau-Mexique, dont la présidente élue, Claudia Sheinbaum, a pris ses fonctions il y a presque un an. DeAcero, c'est 4 milliards de dollars de chiffre d'affaires et environ 11 000 salariés. Nous sommes aussi avec Yann Le Riche, le directeur général de Getlink, le concessionnaire, vous le savez, jusqu'en 2086, je crois, de l'infrastructure du tunnel sous la Manche, qui englobe bien évidemment Eurotunnel, Europort pour le fret, Electlink, qui relie le Royaume-Uni et l'Europe, avec l'interconnexion électrique, qui vous a rapporté pas mal d'argent pendant le confinement, on en avait parlé ensemble. Et puis Sifco, centre de formation ferroviaire. Getlink, c'est 3600 salariés aujourd'hui, 1,2 milliard de chiffre d'affaires à peu près, un peu plus. Et puis dans cette table ronde, c'est évidemment l'expérience d'une crise commerciale que vous avez traversée avec le Brexit. Beaucoup d'enseignements et de conseils certainement à nous donner, à donner aux entrepreneurs qui se posent la question de comment ils vont traverser ce monde de turbulence commerciale. Last but not least, bien évidemment, nos deux spécialistes, nos deux experts, nos deux économistes, membres du Front économique, Anne-Sophie Alsif, chef économiste de BDO France, et Emmanuel Combe, économiste, ancien président de l'autorité de la concurrence et senior advisor chez Image 7, tous deux donc membres de ce Front économique qui remettra ses travaux vendredi matin, des propositions pour 2027. On ose dire même peut-être pour le prochain gouvernement, qui sait, ça peut servir plus vite. Et donc on vous donne rendez-vous évidemment vendredi. Nous voici donc prêts à débattre. Le libre-échange est mort. Vive le libre-échange. Donc on va commencer par une première partie évidemment sur le constat de cet acte de décès du libre-échange, avec notamment Anne-Sophie, peut-être un cadrage macroéconomique de ce qui s'est passé depuis plusieurs mois, même peut-être plusieurs années, le détricotage de ce système qui a été, selon certains, si vertueux pendant des décennies, selon d'autres, si pervers. Alors, merci beaucoup, merci à tous pour votre invitation. Merci à toutes et à tous, en effet, de me donner la parole et de pouvoir parler de cette question si importante, celle du libre-échange. Et en fait, je vais peut-être un petit peu vous choquer ou commencer en vous disant que finalement, la crise que l'on vit depuis quelques mois avec l'arrivée de Donald Trump et la remise en cause du libre-échange, c'est le titre de notre table ronde, eh bien en fait, c'est pas quelque chose de nouveau. Ça fait, à mon sens, plus de 15 ans qu'il y a une remise en cause du libre-échange. Ce qui a changé ces derniers mois, c'est juste la forme. Sur le fond, ça fait plus de 15 ans que la majorité des États mettent des barrières à leur marché. Alors bien évidemment, ça a été dit, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'objectif c'était de ne plus avoir de tarifs, maintenant ce mot est devenu très célèbre, de barrières douanières tarifaires pour pouvoir échanger dans le monde entier et donc de ne plus avoir d'entraves au commerce. Et c'est vraiment comme ça que le libre-échange a prospéré et a permis à toutes nos économies de prospérer aussi économiquement. Mais depuis
15 ans, 20 ans, hein, c'est vraiment le phénomène qu'on peut étudier, notamment dans les données économiques. Il y a ce que l'on appelle la régionalisation de la mondialisation. C'est-à-dire qu'on est toujours dans la mondialisation, mais l'objectif, c'est d'avoir des chaînes de valeur de plus en plus régionalisées et non plus mondialisées pour être moins dépendants de ces petits partenaires en cas de conflit géopolitique ou énergétique. Et cette vision, ça s'est traduit par quoi? Eh bien, ça s'est traduit par une augmentation des normes et des barrières douanières non tarifaires, mais non tarifaires. Concrètement, hein, ce qu'ont fait les pays, comme en effet on est dans un monde de libre-échange, c'est de ne pas faire des taxes, des tarifs comme Donald Trump, mais d'augmenter les normes pour avoir accès à un marché. On connaît bien l'exemple, hein, par exemple, du bœuf aux hormones. Vous avez une agriculture de bœuf où vous avez des hormones. Eh bien, voilà, j'ai une norme qui fait que mon marché ne supporte pas d'avoir des hormones. Vous ne pourrez pas commercer et donc exporter sur mon territoire. Et donc, ces normes, et on a vu une véritable inflation depuis 15 ans. Et cette inflation, elle n'est pas seulement en Chine, aux États-Unis ou en Europe, elle est partout dans le monde, y compris dans les pays émergents, hein, l'Algérie, la Russie, les pays d'Amérique du Sud, les pays africains. Tous les pays ont commencé à développer ces normes et le développement des normes non tarifaires. La nouveauté avec Donald Trump, on l'avait déjà connu sous Trump 1, parce qu'il avait déjà fait ce genre de choses, c'est de revenir au tarifaire. C'est-à-dire qu'en plus du non-tarifaire qui n'a cessé de prospérer, eh bien Donald Trump, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit, bon, c'est bien les normes, mais c'est quand même pas très efficace, hein, on n'arrête pas de se désindustrialiser, on est très dépendant, notamment par rapport à la Chine. Donc moi, ce que je vais faire, c'est massivement remettre des tarifs pour obliger les entreprises à venir produire aux États-Unis et pour échapper justement à ces taxes. Et c'est ça qui est tout à fait nouveau, puisque l'objectif, vous l'avez compris par le non tarifaire, c'est que ça permet de rester facialement dans un monde ouvert, et on dit, bah voilà, je fais une norme pour l'environnement, pour défendre telle ou telle chose, donc on reste dans la doxa du commerce mondial, on respecte le libre-échange, mais les normes nous protègent. Là, Donald Trump, il a cassé cet équilibre et il a dit on remet des tarifs. Alors bien évidemment, on l'a beaucoup dit et commenté, hein, je pense pas du tout que le libre-échange soit mort, hein, il sera toujours là. Par contre, comme c'est le cas depuis 15 ans, pas depuis quelques mois, mais depuis 15 ans, eh bien, ce commerce, ce libre-échange va prendre de nouvelles formes. Et la nouvelle forme que l'on voit, c'est l'apparition de ces fameux tarifs qui font que les chaînes de valeur vont être excessivement impactés. Ceux qui vont bien sûr payer en premier cette politique, c'est le consommateur américain en premier, avec un risque de réapparition de l'inflation aux États-Unis. Et bien évidemment, nous, on sera aussi impactés, puisque si le consommateur américain consomme moins, eh bien c'est l'économie mondiale et la demande mondiale globalement qui sera impactée. Donc voilà, je dirais que c'est en effet un changement et un choc conjoncturel, parce que la méthode, la pratique est nouvelle et brutale et forte, mais on est dans cette tendance depuis plus de 20 ans et à mon sens, elle va continuer. On n'est qu'au début de la régionalisation de la mondialisation. Merci beaucoup Anne-Sophie pour ce constat, cette démonstration effectivement des formes qu'a pris cette restriction aux échanges. Peut-être avec vous Emmanuel, on peut essayer de comprendre les causes justement profondes de ce retour en arrière, à la fois des causes de moyen et long terme et les cause plus immédiate. Merci Christophe. Bonjour à tous, je suis ravi d'être parmi vous. En réalité, le libre-échange n'est pas mort pour une raison simple, il n'a jamais existé. Le libre-échange, au sens strict, c'est quand il n'y a aucune barrière aux échanges. Nous avons toujours vécu dans un monde avec des barrières. En fait, ce qui vient de mourir, à mon sens, c'est le multilatéralisme, c'est-à-dire un ordre juridique qui a été construit en 1947 avec le GATT et qui, à mon sens, est mort le 2 avril 2025 avec les tarifs réciproques de Donald Trump. C'est quoi le multilatéralisme? C'est l'idée que si je traite un partenaire mieux que les autres, alors j'applique les mêmes règles à tout le monde. Il n'y a pas de discrimination. Les tarifs réciproques de Donald Trump sont la remise en cause de ce système multilatéral. Alors pour répondre à votre question, tout ça n'est pas un hasard, ça vient de loin. Il y a des causes profondes. Première cause profonde, nous les économistes, peut-être aussi les politiques, exception faite sans doute de Laurent Saint-Martin et d'autres, nous n'avons pas assez défendu les vertus de l'ouverture commerciale. Oui, l'ouverture commerciale procure des gains, et pas seulement des gains de pouvoir d'achat, des gains en termes de concurrence, des gains en termes d'innovation, des gains en termes de variété. Nous avons laissé prospérer un discours
favorable au protectionnisme. Nous n'avons pas fait la pédagogie des vertus de l'ouverture. Seconde cause profonde, nous n'avons pas expliqué, moi je l'entends tous les jours, on me dit l'OMC c'est un truc libéral, mais c'est exactement l'inverse. L'OMC c'est un monde avec des règles de droit. Alors le droit c'est toujours imparfait, le droit n'exclut pas la force, mais au moins il y a des règles. Quand l'Europe n'est pas d'accord avec la Chine, elle pouvait aller devant l'organe de règlement des différends pour contester. On n'a pas assez vendu cette idée que l'OMC, c'est un monde de règles. Ce n'est pas un libre-échange débridé, ça n'est pas la loi du plus fort. Troisième cause profonde, nous avons, à mon sens, nous les économistes, et peut-être aussi les politiques, sous-estimé le fait que quand on s'ouvre, il y a toujours deux gagnants. Celui qui exporte et que celui qui importe. Les deux pays gagnent. Mais par contre, à l'intérieur du pays, il y a des gagnants et des perdants. Lorsque l'Europe s'est ouverte avec la Chine, oui, qui a gagné? Airbus à Toulouse, l'industrie du luxe. Par contre, il est incontestable que le nord de la France, et notamment l'industrie textile, a pu pâtir de la concurrence chinoise. Tout cela est logique. Il y a toujours des perdants à l'ouverture. Ça ne remet pas en cause l'ouverture. Ça veut simplement dire que pour qu'elle soit acceptable politiquement, il faut l'accompagner. Et ça, les économistes n'ont pas assez insisté sur le fait que toute ouverture commerciale fait également des perdants. Ça a été très documenté aux États-Unis. Il y a un auteur, David Autor, qui a écrit le fameux choc chinois, où il montre qu'en effet, les importations chinoises, qui par ailleurs ont eu des vertus, notamment pour le consommateur américain, ont eu un impact sur l'emploi manufacturier. Je le répète, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'ouvrir. Il faut préparer l'ouverture et il faut l'accompagner. Et puis le quatrième élément de fond, me semble-t-il, c'est qu'on n'a pas assez compris ce que signifiait l'entrée de la Chine dans l'OMC. On n'a pas compris tout d'abord que la Chine, pardon monsieur l'ambassadeur, a aussi subventionné son industrie. Or l'OMC était assez mal armé pour appréhender la question des subventions. C'est assez difficile de qualifier les subventions. Toute subvention n'est pas transparente. Premier point. Deuxième point, la Chine a un modèle, me semble-t-il, qui est essentiellement axé sur la promotion des exportations, plus que sur la consommation interne, avec notamment un taux d'épargne des ménages extrêmement élevé. Et donc on a un modèle qui nécessairement allait créer des surcapacités et éventuellement des déséquilibres commerciaux. Et toujours concernant la Chine, je pense qu'on a tous collectivement sous-estimé le fait que la Chine est devenue un très grand leader technologique. Regardez les dépôts de brevets, la Chine fait la course en tête dans de nombreux secteurs. Nous ne nous sommes pas assez préparés à cette montée en gamme qui a été finalement très rapide. Ça, c'est les causes profondes. Un mot sur les causes récentes, pour moi, il y en a deux. Le choc du Covid. Le choc du Covid, on s'est tous dit, oh là là, nous sommes tous dépendants des autres. Oui, mais c'est une évidence. Non seulement nous sommes dépendants, mais nous serons dépendants. L'indépendance, ça n'existe pas. Et on a eu, à mon avis, une mauvaise interprétation des leçons du Covid. On s'est dit, la souveraineté, c'est le repli. Mais la souveraineté, ce n'est pas le repli, ça n'existe pas le repli. La souveraineté, c'est la dépendance choisie. C'est choisir ses partenaires, choisir ses fournisseurs. Je crois que le message du Covid, finalement, a réhabilité un discours protectionnisme qui était, à mon sens, erroné. La fermeture, ça ne marche pas. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas choisir ses partenaires commerciaux et diversifier ses approvisionnements. Et le dernier élément récent, on l'a tous, Anne-Sophie en a parlé, on l'a tous en tête, c'est bien sûr un président complètement atypique. Donald Trump, c'est exactement l'inverse de l'ordre multilatéral. Pour faire simple, il conçoit le commerce comme une guerre. Non, le commerce, ça n'est pas une guerre. Dans la guerre, il y a un gagnant et il y a un perdant. Le commerce international, c'est quand même documenté depuis 3 siècles par les économistes. Et pour ceux qui doutent de l'économie, regardons les chiffres. Le commerce, c'est mutuellement avantageux. À partir du moment où vous dites, moi les États-Unis, si je veux gagner, je dois faire perdre la Chine, je dois faire perdre l'Europe, vous sortez complètement d'un univers multilatéral. Donc moi je dirais plutôt, ce qui est mort aujourd'hui, c'est cet ordre mondial qui était fondé sur des règles imparfaites. Toutes les règles sont imparfaites, mais au moins elles avaient un mérite. C'est qu'elles étaient fondées sur le droit et non pas sur la force. Merci Emmanuel. Monsieur le ministre Laurent Saint-Martin, est-ce qu'on reste pour l'instant au constat, à l'état des lieux? Est-ce qu'au fond, le libre-échange tel qu'on l'a vécu pendant des décennies, il est bel et bien mort? Est-ce qu'au fond,
c'est notre responsabilité collective. Emmanuel l'a rappelé, le fait que et les économistes, et les Français, et les agriculteurs, et les politiques ont souvent critiqué les effets pervers ou négatifs du libre-échange. Est-ce qu'au fond, quand Donald Trump nous dit que le libre-échange a conduit au déficit excessif, à la concurrence faussée, à la perte de souveraineté, est-ce qu'au fond, vous le donnez un peu raison? Bonjour à tous et merci pour l'invitation. D'abord, d'un point de vue purement démocratique et politique, on ne peut pas reprocher à Donald Trump, pour répondre à votre question, d'avoir fait l'inverse de ce qu'il disait en campagne. Il faut toujours repartir de là. La question tarifaire, la question de casser l'outil multilatéral, d'ailleurs dans une certaine forme de prolongement de son premier mandat, il l'avait dit, il l'avait annoncé. Donc la question n'est pas de savoir si on est surpris, si c'est un acte autoritaire, si c'est une brutalité, comme j'ai pu l'entendre. La question, finalement, elle est plutôt de se demander comment on s'adapte face à une première économie mondiale qui ne casse pas et ne tue pas le libre-échange. Je ne suis pas du tout cette théorie, mais qui, en revanche, abîme, casse le terrain de jeu, le réécrit et change le playbook totalement. Ça avait déjà commencé avec l'OMC, ça a été très justement dit, déjà dès son premier mandat. Donc, le libre-échange n'est pas mort. En revanche, quelque chose a radicalement changé, et probablement pour la suite du siècle. Ce qui a changé, c'est que le terrain de jeu, qui était une compétition économique, avec un level playing field imparfait certes, mais qui était une compétition économique d'abord, est devenu un terrain de confrontation de logique de puissance. Et c'est radicalement différent dans un monde, radicalement différent. Puisque ce que le commerce avant permettait comme moteur de croissance est devenu d'abord et surtout un instrument de puissance. Et ça change radicalement tout dans les rapports internationaux. Pourquoi? Parce que vous utilisez l'arme commerciale comme une arme géopolitique pour à peu près tous les sujets. Et ce que Donald Trump a fait, qui n'existait pas il y a seulement 6 mois, enfin 8 mois maintenant, c'est ça. C'est le principe de dire que pour régler la problématique du fentanyl avec le Mexique, que pour régler des problématiques de guerre avec l'Europe, que pour régler un certain nombre de problématiques territoriales, j'utilise l'arme commerciale. Et ça change considérablement le terrain de jeu. Et donc la règle, et donc le playbook avec lequel il nous faut jouer. C'est très important parce que finalement, on ne peut pas considérer que négocier des tarifs devient une négociation commerciale comme avant. Ce n'est pas business as usual plus des droits de douane. C'est un paradigme qui n'a rien à voir. Et là, il y a urgence à ce qu'en Europe, on comprenne le nouveau paradigme et qu'on ne se pose pas uniquement comme négociateur. Parce que le rapport devient de puissance à puissance. Alors, ce n'est pas totalement nouveau, mais on va dire que c'est le paradigme de plus et presque de trop pour continuer à croire qu'on vit dans le monde d'avant avec les règles d'avant. Et donc, monsieur l'ambassadeur, nous avions déjà des mises au défi d'un certain ordre mondial de commerce ouvert, équilibré et juste, avec un dialogue franc que nous avons eu entre l'Europe et la Chine ces dernières années, que nous continuons à avoir, et c'est normal. Et aujourd'hui, il est mis au défi de façon très différente, mais extrêmement forte, par les États-Unis aussi. Alors, que faire face à cela? Considérer que le libre-échange est mort? Non. Considérer qu'utiliser l'arme commerciale comme un levier de puissance géopolitique est une coercition? Oui. Et lutter contre la coercition, eh bien, ça s'appelle affirmer sa propre puissance. Chose qu'il va falloir commencer à faire. Parce que si le libre-échange n'est pas mort, et d'ailleurs là-dessus, les chiffres le disent, on ne peut pas parler de mort quand 75-80% des échanges commerciaux mondiaux sont toujours sous règle de l'OMC et ne concernent ni les États-Unis ni la Chine. 10% pour les États-Unis, 13 à 15% pour la Chine. Tout le reste, c'est du commerce mondial avec lequel, d'ailleurs, l'Europe a plutôt intérêt de poursuivre et d'accélérer les échanges commerciaux. J'y reviendrai dans la partie qu'est-ce qu'on fait maintenant. Il nous faut accélérer justement les accords commerciaux avec le reste du monde, qui croit toujours dans le droit international là-dessus. Donc le libre-échange n'est pas mort d'abord parce que dans les faits, c'est très facilement vérifiable, ce n'est pas le cas. C'est très majoritairement encore vérifié, appliqué dans les échanges internationaux. Et puis surtout, on aurait tort de considérer que le libre-échange est mort pour nos propres intérêts. Je suis convaincu depuis le début de l'année que l'Europe a une carte majeure à jouer en réaffirmant et en faisant de la défense du libre-échange un avantage comparatif, justement. D'abord pour sa propre terre d'investissement,
Et on le voit ces derniers mois. L'Europe devient une terre de stabilité pour l'investissement, loin d'être parfaite, avec beaucoup de défauts. Mais l'attractivité des investissements, qu'ils soient en capitaux ou industriels, ils existent aussi parce qu'on sait que les règles du jeu du commerce ouvert international respectueux du droit demeurent et vont demeurer. Et que défendre le libre-échange, ça devient de fait un avantage comparatif, comme on disait en économie. Et donc ça, il faut le maintenir. En revanche, la partie avec ce nouveau playbook est perdue d'avance si nous, on continue à jouer avec les mêmes règles. Ça restera un vœu pieux et ça restera une valeur, comme on dit. Mais la valeur, elle ne crée pas de valeur. La valeur, elle ne permet pas de générer plus d'exportations. La valeur, au sens noble du terme, elle ne permet pas de gagner des parts de marché. Et donc, il faut transformer une défense d'un monde dans lequel on croit en un rapport de force de puissance à puissance. Et pour cela, il faut d'abord savoir qu'on est une puissance. Et je crois que ces dernières semaines et ces derniers mois, on n'a pas franchement démontré qu'on savait qu'on était une puissance. Et une fois qu'on sait qu'on est une puissance, créer les conditions d'un rapport de force. Et donc accepter de jouer avec des nouvelles règles. On peut continuer à jouer de notre côté avec notre playbook. On sera toujours invité, mais pour perdre. Et donc le libre-échange, non seulement il n'est pas mort, non seulement on a intérêt à le défendre, mais il faut jouer avec. Et pour ça, il faut avoir une nouvelle voie européenne que la France, je crois, porte bien depuis ces derniers mois, de façon trop isolée, j'en conviens, qui est de savoir à la fois assumer un axe défensif clair sur la protection des secteurs clés et sur la nécessité d'être intraitable sur le commerce dit non équitable, les subventions, et très offensif sur les nouveaux marchés, la diversification à aller capter à l'international. Et ça, l'Union européenne accélère grandement sur les nouveaux accords commerciaux à aller chercher. Je peux citer par exemple l'Indonésie, l'Inde, le Mercosur, l'Australie, les Philippines, bref, un certain nombre de destinations sur lesquelles les travaux sont en cours pour accélérer le libre-échange. La question est, parviendrons-nous en Europe à obtenir à l'horizon 2026-2027 des conditions tarifaires et de commerce mondial meilleures qu'en 2024, c'est tout à fait possible si on sait jouer cet axe défensif et offensif en même temps et en étant lucide, sans naïveté mais avec grande fermeté, sur le nouveau monde dans lequel on est invité à jouer. On parlera dans une seconde partie de ce nouveau monde, justement, et des alternatives. Merci. Monsieur l'ambassadeur Deng Li, est-ce que vous pensez vous aussi que le libre-échange tel qu'on l'a connu pendant des décennies a vécu ? Est-ce qu'il faut inventer une nouvelle forme? Et vous avez entendu, on a parlé de subventions. Est-ce que la Chine prend sa part de responsabilité dans la manière dont les effets négatifs du libre-échange ont été vécus, ressentis en tout cas, par une partie des citoyens et des consommateurs? Merci Christophe, merci de votre invitation. Très heureux de rencontrer tout le monde ici présent. Je suis d'accord avec ceux qui se sont déjà prononcés. Le libre-échange n'est pas mort parce que pour moi, le monde a besoin du libre-échange. Ce n'est pas un choix, c'est une nécessité pour l'économie moderne. Parce qu'avec les filières industrielles et de valeurs intégrées, on ne peut se passer du libre-échange pour faire fonctionner correctement l'économie moderne. Bon, le libre-échange profite tant aux pays développés qu'aux pays en développement. Selon la Banque mondiale, pendant les 30 années passées, grâce à la mondialisation dont le libre-échange est une partie composante très importante, le PIB par tête habitant a triplé. Et aussi le libre-échange a aidé plus d'1 milliard d'habitants à se débarrasser de la pauvreté extrême. Et maintenant que depuis quelques années, il y a beaucoup de doutes, des interrogations sur le libre-échange. Depuis mon arrivée au mois de janvier, j'ai beaucoup écouté et je sens quelques doutes sur le libre-échange. Est-ce que l'Europe ou la France est gagnante ou perdante dans ce libre-échange? La France et l'Europe sont gagnantes. Parce que l'année dernière, l'Union européenne, comme un marché unique, a réalisé un excédent commercial de 150 milliards d'euros. Pour les 5 premiers mois de l'année,
l'Europe a réalisé un excédent commercial de 70 milliards d'euros. Tout le monde sait que la Chine est un exportateur très important. L'exportation chinoise représente à peu près 19 ou 20% de notre PIB selon la Banque mondiale. Mais pour l'Allemagne, ce chiffre monte à 43%. Pour la France, c'est 34%. C'est-à-dire, l'Europe a besoin plus que la Chine du marché mondial, du libre-échange. En ce cas-là, ma conclusion, c'est qu'il faut que la Chine et l'Europe travaillent ensemble pour défendre le libre-échange, défendre le multilatéralisme avec l'OMC en son cœur. Et il faut rejeter, tant que possible, l'unilatéralisme et le protectionnisme. Nous avons intérêt à promouvoir toujours ce multilatéralisme et lutter contre un renfermement sur soi, parce que c'est dans notre intérêt et dans l'intérêt de tous. Bon, puisque tout à l'heure on a parlé de subventions, j'aimerais parler quelques mots sur la subvention. Les subventions est une pratique un peu générale pour tous les acteurs économiques. Prenons l'exemple de l'Union européenne. De 2021 à 2030, on a prévu à peu près 1500 milliards d'euros pour les dons, les prêts, les garanties d'investissement fournis à l'Union européenne, pour les acteurs économiques de l'Union européenne. Mais pour nous aussi, la Chine a fourni des subventions à certaines filières, mais attention, le plus important, c'est qu'il n'y a pas de subventions prohibées par l'OMC. Et puis, prenons l'exemple du véhicule électrique. Les subventions pour la filière des voitures électriques vont vers d'abord la recherche et puis la consommation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de subvention à l'exportation. Et vers la fin de 2022, on a annulé la subvention pour la consommation. C'est fini. Parce que les véhicules électriques chinois sont assez compétitifs pour aller sur le marché. C'est ça que nous avons fait dans le domaine de subvention. Je pense que, bien sûr, rien n'est parfait. Maintenant, avec toutes ces contraintes, avec beaucoup de perturbations pour le commerce international, on rencontre des difficultés, mais qu'est-ce que nous devons faire ? Nous devons chercher à résoudre ces problèmes par le dialogue. Il faut avoir assez de détermination pour défendre la juste cause du libre-échange. Je vous remercie. Raoul Gutiérrez, je vais vous poser une question assez directe, puisque vous êtes fabricant d'acier, des câbles, des clôtures, à partir notamment d'acier recyclé. Qui est-ce qui est le plus embêtant pour vous? Est-ce que c'est Donald Trump ou est-ce que c'est Xi Jinping? Bueno, primero quiero agradecer la invitación a este foro, a estas conferencias. Para mí es un gran honor representar a mi país y poder intercambiar con estos colegas y con todos ustedes el reto que tenemos por delante en esta nueva era comercial. Yo quisiera, para contestar la pregunta en particular, quiero decir que ambos son una amenaza. Pero esta amenaza, primero recientemente la de Estados Unidos, implementando todas estas medidas arancelarias, como ya sabemos y lo hemos comentado, pero la amenaza de China empezó hace 20, 25 años. Y esto ha sido una distorsión en los mercados. Y a nosotros como industria del acero, y quisiera en particular también comentar algunos detalles porque creo que puedo ejemplificar más fácil y podemos entender un poquito más fácil la distorsión que nos ha causado los subsidios chinos a su producción. Primero, obviamente también nos han vendido la idea
no solamente China, sino todos los países, de que deberíamos de competir con ciertas reglas. Hemos sido un poco ingenuos, en cierta forma, ahorita nos damos cuenta, de seguir estas reglas, porque las grandes potencias no las han seguido, principalmente China y ahora Estados Unidos. En el caso del acero, vamos a poner el ejemplo para ejemplificarlo. En el año 2000, China producía aproximadamente 80 millones de toneladas de acero. En 20 años subió su capacidad a 1.200 millones de toneladas. Esto significa el 55% de la producción global. Para que tengan una referencia, Estados Unidos produce 80-85 millones de toneladas. México produce 20 millones de toneladas. La Unión Europea, todo en conjunto, produce 130 millones de toneladas. En conjunto, Unión Europea y Norteamérica cuadriplica o casi quintuplica la producción y la capacidad. Y en este sentido, la problemática está obviamente esa sobrecapacidad, pero también la distorsión que han causado en los mercados internacionales. El caso muy actual, actualmente tenemos el precio del alambrón. Es un producto largo que se produce en diferentes acerías. El alambrón en China actualmente tiene un precio de $500-550 por tonelada. En México, Europa, $700-750 por tonelada. En Estados Unidos, $1,000. Obviamente, tanto el precio de abajo está distorsionado como el precio de arriba también. China podrá decir, y yo creo que también lo comentamos, que la OMC no estaba lista para imponer o tener las reglas claras. Las reglas que ha impuesto la OMC no ha sido claro. En nuestro caso del acero, de la industria del acero, el subsidio mayor ha sido al capital. O sea, el capitalismo de Estado no le interesa tener un retorno de capital adecuado, como a nosotros, los industriales privados, donde tenemos que tener un retorno de nuestro capital, mínimo a nuestro costo de capital. La industria acerera china no ha tenido utilidades en los últimos 20, 30 años, 0 utilidades. ¿Cómo va a retornar el capital? Lo retornan de otra forma, a base también de hacer transformaciones aguas abajo, de vender producto barato, subsidiado, con el cual es imposible nosotros competir. Entonces, la problemática que tenemos enfrente es gravísima, porque antes China y ahorita, actualmente, incluso no reconoce que sigue subsidiando y que no está jugando con las reglas de mercado, con ese capitalismo de Estado y aparte de subsidios, no nomás en la industria de acero, en todo tipo de industrias. Ahora Estados Unidos, que tampoco estoy de acuerdo en la forma en que está ejerciendo el poder el señor Trump, que quede claro. Pero también lo que están haciendo es tratando de romper esas reglas. Es decir, bueno, pues si China rompió las reglas y tuvo ese éxito y hizo, otra vez en el caso del acero, adueñarse del 55% de la capacidad del acero, adueñarse de las... Y olvídense nada más del acero, vamos a hablar de las manufacturas, del 40% de la manufactura global. Estados Unidos, de una forma a lo mejor también muy ingenua, pero muy práctica, en el sentido que, otra vez, no estoy de acuerdo, pero está diciendo, si ellos lo hicieron, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? Ese es nuestro reto, porque estamos entre dos grandes potencias
que no quieren respetar las reglas y con las cuales el resto de los países tenemos esa grave situación. Gracias. Merci beaucoup. Peut-être juste avant de donner la parole à Yann Le Riche, peut-être, Monsieur l'Ambassadeur, cette critique du capitalisme d'État, c'est-à-dire cette capacité à lever des fonds sans les rémunérer, est-ce que ce n'est pas une distorsion de la concurrence? Parlons de subventions, parlons un peu de l'acier. Quand on parle de surcapacité de production, il y a deux paramètres très importants. D'abord, le taux d'utilisation des capacités industrielles. En Chine, depuis ces dernières années, ce taux est autour de 75%, c'est-à-dire à peu près au même niveau que les États-Unis. Il en est de même pour la sidérurgie, c'est-à-dire pour l'acier et tout ça. Et 90% des produits d'acier ont été vendus en Chine, sur le marché chinois. Il en est de même pour les véhicules électriques. 90% des véhicules électriques produits en Chine sont vendus sur le marché chinois. Seulement 10% est exporté, un taux très bas en comparaison avec l'Allemagne qui a vendu sur le marché international 80% de sa production. Bon, pour l'acier, c'est la même chose. Et pour le taux d'utilisation de capacité industrielle dans la filière des véhicules électriques, prenons l'exemple du BYD, ce taux monte à presque 100%. C'est-à-dire, dans ce domaine-là, il n'y a pas de surcapacité de production. Le deuxième paramètre très important, c'est le taux de stockage. Là, il y a des chiffres, tout ça. C'est pourquoi, bien sûr, avec l'ouverture du marché, avec les échanges commerciaux et aussi, surtout, avec les perturbations de l'environnement commercial. Chacun rencontre des difficultés. Maintenant, l'important, c'est qu'on s'assoie autour d'une table pour un dialogue, pour trouver une solution. Merci. Yann Le Riche, donc Getlink, vous avez affronté, vous, cette tempête commerciale qui a été le Brexit et le changement des règles de commerce entre le Royaume-Uni et l'Europe. Est-ce que peut-être vous pouvez nous aider, parce qu'on peut en tirer des conséquences sur ce qui nous arrive aujourd'hui sur le commerce mondial. Quelles leçons avez-vous tirées de cette expérience ? Alors effectivement, à travers Eurotunnel, on a été au premier rang des changements de règles entre la Grande-Bretagne d'un côté et l'Europe de l'autre. Je fais le constat qu'il y a deux points communs entre ce qui s'est passé lors du Brexit et puis ce qu'on connaît aujourd'hui, en particulier avec les États-Unis, et qu'en revanche, il y a un point de différence fondamentale et que, oui, on peut en tirer un certain nombre d'enseignements. Premier point commun, on a eu le retour assez massif, brutal, de freins au commerce entre la Grande-Bretagne et l'Europe. Ça a pris la forme de barrières non tarifaires, alors moins pour des questions de normes que pour des questions de formalité de contrôle. On a vu un mur de formalité s'installer. Il a fallu s'y adapter. Ce mur de formalité a un coût qui revient finalement à des barrières tarifaires de l'ordre de 10%. Et l'impact de ça, c'est une baisse des volumes de 20% entre la Grande-Bretagne et l'Europe, baisse durable qu'on connaît toujours aujourd'hui. Donc premier constat, quand on parle de barrières tarifaires de l'ordre de 10 ou 15%, ce n'est pas l'épaisseur du trait. C'est absolument massif et les conséquences sont extrêmement fortes. Et il y a beaucoup d'exemples que je pourrais vous citer d'entreprises qu'on connaît qui ou ont baissé leurs exportations de et vers la Grande-Bretagne, ou ont complètement arrêté, ça devenait trop compliqué, pas économique et donc terminé. Deuxième point commun, je crois, entre ce qu'on a vécu avec le Brexit et ce qu'on vit aujourd'hui, c'est l'absence de visibilité, la volatilité. Tout se passe très très vite entre les décisions politiques qui sont prises de nouvelles barrières et leur mise en œuvre. Très peu de temps pour se retourner. Je rappelle que le Brexit a été décidé par les Anglais en 2016, mais qu'on a eu un tunnel de négociation qui s'est achevé le 24 décembre 2020. Et que pendant toutes ces années, on n'a rien su. Alors, ni nous, ni même les autorités françaises, avec lesquelles on était en contact, donc les douanes en particulier, du contenu de cet accord. Et on se retrouve le 24 décembre 2020 avec un document de 1200 pages qui nous explique les règles à appliquer au 1er janvier suivant.
Donc on avait une semaine pour s'adapter. Je ne vous dis pas le niveau d'ambiance dans les équipes la veille de Noël, quand il a fallu analyser tout ça. Sachant que, comme les autorités elles-mêmes n'avaient pas eu le document avant, on n'a pas pu se retourner vers quelqu'un qui nous expliquait comment tout ça, ça marchait, et ils ont découvert les choses en même temps que nous. Et voilà, donc il a fallu aller extrêmement vite, s'adapter. Alors on a réussi, hein, parce qu'on l'a finalement préparé en amont, et je crois que ça c'est un point commun avec ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est que finalement on a peu de temps pour se préparer, ça va assez vite, c'est assez massif, et le Brexit, ça s'est fait au 1er janvier 2021, mais il y a eu pas mal de répliques derrière. Les autorités britanniques ont continué à rajouter des modifications à la frontière qui sont venues au fur et à mesure, qu'on a connues peu de temps en avance. Et moi, je fais... j'ai la conviction que ce qui se passe aujourd'hui avec les États-Unis va continuer à évoluer dans le temps. On n'est pas sur un système qui est gravé dans le marbre, et qu'il va falloir continuer à être tous très très agiles, en particulier au niveau des entreprises. Et que si on a réussi le Brexit, c'est que probablement on avait très très bien préparé en amont différents scénarios, et qu'on a été capable d'appuyer finalement assez vite sur le bon scénario, celui qui a été décidé, et de le mettre en œuvre avec nos clients, avec les autorités d'ailleurs que je tiens à saluer ici. Les douanes ont fait un travail remarquable. On a des API directement sur leur serveur pour aller très très vite, pour régler tout ça. Donc voilà, c'est possible de préparer en amont. Le point de divergence fondamental, c'est que le Brexit respectait les règles de l'OMC. Ça, Emmanuel l'a dit. L'article 1 du GATT, c'est la clause, le principe de la nation la plus favorisée. On joue tous avec les mêmes règles. Et ça, c'est très très concret sur le terrain. Je vous donne un exemple. Si vous êtes un fabricant de chocolat suisse aujourd'hui et que vous exportez votre chocolat aux États-Unis, ce chocolat va être taxé à 39%. Si ce même chocolat vient de France ou d'Europe de façon générale, la taxe est de 15%. Il y a un écart de 24%, c'est énorme. Donc aujourd'hui, forcément, les fabricants de chocolat suisses se posent la question de comment je fais passer mon chocolat, par exemple, par la France, avant de l'amener aux États-Unis, pour réduire mon niveau de taxation de 24%. Alors, malheureusement, le simple fait de passer par la France ne suffit pas. Il faut que le chocolat devienne d'origine française. Alors, pour qu'il soit d'origine française, il faut qu'il soit suffisamment modifié en France. On appelle ça techniquement l'ouvraison suffisante. Et donc, ça veut dire, par exemple, et je parle en connaissance de cause parce que c'est des choses qu'on a vues il n'y a pas longtemps, il faut y rajouter du lait. Vous partez d'un chocolat noir et vous rajoutez du lait. Alors, si vous avez suffisamment de lait, hein, donc il y a une question de quantité, et si ce lait vient bien de vaches européennes, communautaires, eh bien là, vous pourrez expliquer aux Américains qu'effectivement, ça rentre dans les critères et que votre chocolat va pouvoir être exporté. Alors, en réalité, tout ça est un peu plus compliqué que ce que je vous l'explique, parce que comme les règles changent souvent avant de transformer votre chocolat en France, il faut être sûr que les installations que vous allez mettre vont être un peu durables. Tout ça prend un peu de temps, mais voilà les discussions aujourd'hui qui ont lieu et qui doivent avoir lieu dans les entreprises. Et moi, j'ai la conviction que, comme on a pu le connaître, par exemple, dans l'énergie ces dernières années, ou si vous êtes une entreprise française, l'achat d'électricité était finalement assez simple. Vous allez voir EDF, vous avez un tarif, la REN, qui était assez régulé. Finalement, ce n'était pas un sujet stratégique dans les entreprises, ça l'est devenu. Je suis convaincu que la question douanière dans les entreprises va devenir un sujet stratégique de premier rang, discuté dans les comités exécutifs, parce que c'est l'ensemble des chaînes logistiques et de transformation qui sont en jeu. Et quand on parle de 24% de surcoût dans mon exemple, on voit bien c'est majeur, c'est pas de second ordre. Merci beaucoup. On va faire un deuxième tour de table, mais alors je vous demande d'être plus rapide parce que malheureusement, comme prévu, c'est passionnant. Chacun d'entre vous, merci beaucoup en tout cas pour la qualité de vos contributions. La deuxième partie, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On va commencer avec vous, Laurent Saint-Martin. Face à ce mur américain, quel nouveau partenariat on peut conduire? Qu'est-ce qu'on peut faire avec nos amis chinois? Qu'est-ce qu'on peut faire avec nos amis sud-américains? Le gouvernement s'oppose toujours au Mercosur. Pourquoi? Puisqu'on a dit tout à l'heure, avec Anne-Sophie et Emmanuel, que le libre-échange était bon pour les deux partenaires. Absolument. Et ce qu'il faut d'abord constater, c'est que les marchés dont on parle, le marché américain, le marché chinois, ne sont pas du tout des marchés fermés. Ce sont des marchés ouverts. Et l'accord qui a été passé entre l'Union européenne et les États-Unis, il a été largement commenté à bien des égards, souvent plus par la forme que par le fond d'ailleurs. Il permet une certaine forme de lisibilité, mais surtout, si on regarde par rapport aux autres régions du monde qui ont eu, depuis le Liberation Day et dans leurs négociations respectives, des droits de douane additionnels, l'Europe s'en sort plutôt mieux. Et si vous regardez les taux finaux plus les exemptions, l'Europe s'en sort plutôt mieux. Est-ce que ça veut dire qu'on n'aurait pas
tenu mieux avec une autre méthode de négociation? Moi, je pense que si. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est pas du tout aujourd'hui dans un postulat de marché fermé pour les exportations européennes, de la même façon que le marché chinois n'est absolument pas un marché fermé pour les exportations européennes. Nous, ce que nous disons au gouvernement, c'est que nous voulons effectivement non seulement les marchés ouverts, mais les investissements croisés. Et vis-à-vis de la Chine, puisque c'est votre question, nous voulons davantage d'investissements chinois en Europe, mais des investissements chinois d'abord dans un certain nombre de secteurs, avec du transfert de technologie et avec des JV et des partenariats. Et je crois que c'est exactement l'agenda positif que nous devons construire entre l'Europe et la Chine pour les prochaines années. Et c'est tout à fait possible. Il y a du chemin, bien sûr, on ne va pas se mentir, on n'y est pas, mais je crois que c'est tout à fait souhaitable pour les deux parties. Et puis le reste du monde, puisque c'est ça votre question et je conclurai là-dessus. Le reste du monde, il faut accélérer sur les accords commerciaux. Accord commercial ne veut pas dire n'importe quoi. Accord commercial ne veut pas dire sacrifice de nos filières. Accord commercial ne veut pas dire vigilance sur l'effet cumulatif que les accords commerciaux entre eux peuvent avoir en termes de conséquences chez nous. Et donc ça, c'est pour cela que le Mercosur pose toujours une difficulté en France, mais pas qu'en France. Il y a beaucoup de pays peut-être moins vocaux en Europe qui ont la même difficulté, à savoir que nous voulons un certain nombre de mesures de freinage, de sauvegarde, qui permettent effectivement d'avoir un accord de libre-échange qui soit positif, et c'est le cas, c'est un accord qui est bon pour la France, mais que ce soit un accord qui ait un certain nombre de garde-fous sur des secteurs notamment agricoles, et qui permettent de ne pas déstabiliser nos filières en cas de marché qui prendrait des tournures et des évolutions trop importantes. Et donc, nous, on continue à défendre les accords, le Mercosur aussi. Il ne faut pas dire qu'on ne défend pas l'accord Mercosur, on le défend, mais il manque effectivement quelque chose d'important que les pays du Mercosur eux-mêmes ont obtenu dans l'accord de Montevideo, par exemple, sur le secteur automobile. Et donc, nous demandons tout simplement de la réciprocité sur ce sujet-là. Un dernier mot peut-être, vraiment 30 secondes. On ne peut pas totalement éluder le contexte politique national aussi de cette question. Parce que tout ce que nous disons là, la capacité de l'Europe et de ses États membres à devenir une puissance et à jouer de continent à continent et avec le reste du monde, avec ces nouvelles règles du jeu, ne fonctionne que si on est cohérent avec nous-mêmes. Être cohérent avec nous-mêmes, c'est effectivement montrer de la stabilité, pas seulement politique. Stabilité d'abord dans une politique économique, de l'offre, de l'attractivité, qui ne fait pas du zigzag fiscal en permanence et qui continue à prôner, même si c'est un chantier très difficile, la simplification et une régulation juste. Et ça, évidemment que dans ces jours-ci, c'est un débat qui est extrêmement crucial. On est à la croisée des chemins en France et en Europe pour pouvoir avoir un agenda qui permette à nos entreprises d'y voir plus clair. Je sais que la REF tombe à un moment particulièrement important d'un point de vue politique ici. C'est aussi l'occasion de le rappeler. Tout ce qu'on s'est dit là ce soir n'a d'importance et de sens que si nous-mêmes, en franco-français, on sait se donner un horizon de visibilité pour les entreprises et de la cohérence aux politiques économiques. Monsieur l'ambassadeur d'Engli, je pense que vous avez entendu des choses sympathiques de la part du ministre qui vous appelle à aider l'Europe, à investir, à co-investir en Europe pour transférer les technologies, c'est ce que j'ai entendu. Est-ce que, pardon d'être très cash, est-ce qu'on peut vous faire confiance? Est-ce que, par exemple, on veut se réindustrialiser? Est-ce que vous pouvez nous aider à nous réindustrialiser? Quand on s'est vu la semaine dernière, vous m'avez dit c'est peine perdue, on peut vous proposer d'autres choses, mais vous n'arriverez pas à refaire ce que vous avez détruit. C'est vrai? D'abord, le marché chinois reste toujours ouvert aux produits européens. Je ne sais pas si vous êtes au courant, 30% du vin importé par la Chine sont français. Et les produits de luxe occupent plus de 35% du marché chinois et un rouge à lèvres sur 3 Français est exporté vers la Chine. Et on a beaucoup parlé du déficit commercial européen, mais ma proposition, d'abord, il faut exporter plus de produits avec une valeur ajoutée plus élevée. Par exemple, chaque année, on exporte plus d'1 million de tonnes de porc vers la Chine, la valeur équivalente à 6 machines de photolithographie. Voilà un exemple. Et deuxièmement, il faut plus d'exportation de services.
chaque année, l'année dernière, la France a exporté 10 milliards d'euros de services vers la Chine, qui représente seulement 1,6% d'importation des services chinoises. Là, on voit le potentiel. Parlons de l'industrialisation, le mot que j'ai entendu le plus depuis mon arrivée. Mais d'abord, je ne pense pas que l'Europe est désindustrialisée. L'Europe reste toujours très forte dans son industrie, mais sous une autre forme. Les entreprises européennes sont partout dans le monde grâce à la mondialisation et elles travaillent très très bien. Les entreprises européennes réalisent un chiffre d'affaires de plus de 900 milliards de dollars en Chine avec plus de 80 milliards de dollars. C'est pourquoi l'industrie européenne marche très bien, mais pas forcément sur le territoire européen. Bon, pour l'investissement en France, en Europe, oui, en principe, on pense qu'il faut une sorte d'investissement croisé entre l'Europe et la Chine. Et les entrepreneurs, les entreprises chinoises cherchent à investir en Europe pour être plus proches du marché. C'est normal, c'est dans la logique du développement économique. Mais il faut maintenant voir dans le détail. Parce que je sais que je peux me faire plus facilement à comprendre par l'auditoire d'aujourd'hui, parce que quand il s'agit d'investissement, il faut toujours tenir compte de la rentabilité et toutes sortes de conditions pour un investissement. C'est sur ce sujet-là que nous, la partie chinoise, nous sommes prêts à discuter avec les Européens et les Français. Merci. Cher Christophe, je vous amener à la conclusion parce qu'on a un programme tellement riche. En 30 secondes, cher Christophe. Quand même, à Raoul Gutiérrez, est-ce qu'on peut défendre un modèle un peu différent? Vous êtes sur de l'acier recyclé notamment. Est-ce que c'est plus tellement à la mode aujourd'hui, hein, la transformation, la transition, la responsabilité? Comment vous allez faire dans ce monde qui devient hostile pour toutes les raisons qu'on a évoquées pour survivre? Est-ce que vous êtes inquiet aujourd'hui? En un mot, s'il vous plaît, monsieur. Sí, definitivamente estoy preocupado. Yo creo que debemos de entender que tenemos que seguir innovando, y no solamente innovando en nuestros procesos, en nuestra tecnología, sino también en nuestra gestión y en nuestra estrategia de negocio para poder acceder a mercados, ya sea para sustituir productos, mejorar productos, dar más valor a los productos. Pero también necesitamos trabajar con nuestros gobiernos para que entiendan esta problemática de fondo y que podamos implementar políticas industriales inteligentes por sector, por momento, en fin. O sea, creo que todos los países son diferentes y tienden, y cada uno tiene o debe de aplicar, desde mi punto de vista, una política industrial distinta, y sobre todo aquellos países que tienen suficientes recursos, que tienen ventajas comparativas y que tienen suficiente población. Entonces, estas dos cosas creo que son importantes. Gracias. Merci beaucoup à Christophe Jacobizine et ses invités. Merci madame, merci messieurs, merci monsieur le ministre. On peut les applaudir, on va les raccompagner et on se retrouve dans un instant pour la suite du programme. Merci beaucoup, on vous raccompagne.